et le Cyclope. Viviane Koenig d'après Homère. Chapitre 1 des îles inconnues. Ulysse est un drôle de roi, un roi courageux et fier. Il est aussi très rusé. Grâce à lui, les Grecs ont gagné la guerre contre la ville de Troie. Une belle victoire. Maintenant, il se dépêche après 10 ans de combat. Il est temps pour lui et ses hommes de retourner sur l'île d'Ithaque. Les mâts des navires sont dressés, les voiles gonflées par le vent. Les rames frappent la mer en cadence. Un soir, Ulysse et ses compagnons arrivent sur une île au pays des Cyclopes. Ils amarrent leur navire et descendent sur le rivage. Comme il leur faut se nourrir, ils explorent les lieux, ils chassent le gibier sauvage, ils cherchent aussi de l'eau douce, ils découvrent des forêts de pins et de chênes, ils admirent des chèvres montagnards sautillant dans des prairies minuscules. Mais ils ont faux bureté, ils ne voient ni paysans, ni champs, ni villages. Tout à coup, Ulysse se retourne. Il aperçoit de la fumée sur une île voisine. Ils entendent les bêlements de brebis et de chèvres. Ils étonnent. Il grimpe sur un rocher. Il tend l'oreille et perçoit au loin des voix humaines. « Vous, restez ici !» ordonne-t-il au gros de ses guerriers. « Et vous autres, suivez-moi sur mon navire. Je veux saluer les habitants de ce pays-là. Je veux savoir s'ils sont sauvages ou, au contraire, agréables à vivre. Je ne serai pas long. » Chapitre 2. Dans la caverne. Son navire à peine arrivé sur cette île inconnue. Ulysse saute à terre avec une vingtaine d'hommes. Curieusement, personne n'est là pour les accueillir. Où sont donc ceux que j'ai entendu parler se demande le roi. Il regarde alentour, le calme règne. Ils vivent peut-être dans cette belle caverne que j'aperçois là-bas, au bout de l'île. Allons-y, je veux en avoir le cœur net. Il choisit 12 de ses soldats les plus braves pour les accompagner. Il ordonne aux autres de rester sur le bateau. Et il part en portant un gros sac de vivres et une outre en peau de chèvre pleine de vin doux. Il compte en offrir aux habitants de l'île qui se cachent si bien. Ulysse et sa petite troupe s'élancent sur le sentier menant à la caverne. Ils marchent vite. Ils n'ont pas peur, pourtant ils ont tous entendu parler des cyclopes. Des géants, un seul œil, au milieu du front, des monstres sauvages et cruels, sans justice et sans loi, des mangeurs de chair humaine, des coléreux, des orgueilleux, des trois points de suspension. Les voici arrivés, des brebis et des chèvres se reposent à l'entrée de la caverne, mais sinon il n'y a personne, pas de berger en vue. Certains qui ne peuvent être loin, Ulysse les appelle. Ohé, habitants de la caverne, aucune réponse. Allons voir par nous-mêmes ce qui se passe là-dedans, décide-t-il. Non, s'affolent ses compagnons, la politesse et la prudence nous conseillent de rester ici. Asseyons-nous à l'ombre de ces lauriers fleuris et attendons. Ulysse entre quand même. Suivez-moi, leur ordonne-t-il. Sitôt le seuil franchi, il admire les fromages bien rangés, il caresse les agneaux et les chevreaux dans leur enclos. Il examine les vases remplis de lait crémeux. Prenons quelques fromages, quelques bêtes et retournons au navire, le supplient ses compagnons. Il est mal d'entrer sans y être invité, surtout au pays des Cyclopes. Pas question, décide Ulysse. Silence, mes amis, attendons le maître des lieux et goûtons ses fromages. Chapitre 3. Le Cyclope. Le maître des lieux revient enfin des pâturages avec ses bêtes. C'est Polyphème, le plus farouche des Cyclopes, le plus grand aussi. Il entre dans sa caverne, poussant devant lui son troupeau. À sa vue, les Grecs épouvantés se cachent au fond de la grotte. Il voit le géant installer ses bêtes dans leur enclos et jeter au sol des branches de bois sec pour son feu. Char tiré par les meilleurs chevaux, cette pierre, et puis il la voit soulever une énorme pierre et la mettre devant l'entrée. Les malheureux, jamais ils ne pourront la déplacer, même avec l'aide d'une vingtaine de chars tirés par leurs meilleurs chevaux. Cette pierre est si grosse et si lourde qu'elle ne bougerait pas d'un pouce. Ulysse et ses compagnons sont enfermés, le monstre, ils sont prisonniers. Pour l'instant, Polyphème ne les a pas remarqués. Assis sur un tabouret, il traite ses brebis et ses chèvres. Après avoir versé le lait frais dans ses vases, il ranime le feu et soudain il les voit. « D'où venez-vous, étrangers ?» gronde-t-il. « Que faites-vous là et qui êtes-vous? Des voyageurs ou des pirates ?»
Nous sommes des Grecs revenant de guerre, répond Ulysse. Des Grecs? Tiens donc. Ô Cyclope, n'oublie pas, nous te supplions à genoux de bien nous recevoir comme le veulent nos dieux. Le géant fronce son œil unique, plus sombre que la nuit la plus noire. Oui, n'oublie pas de respecter nos dieux et de leur obéir, poursuit le roi avec courage. Surtout Zeus, le plus puissant de tous. Polyphème s'agite furieusement. Il brasse l'air de ses bras immenses. Il déteste recevoir des conseils et encore moins des ordres. Je ne crains pas Zeus, donne le montre. Mes frères Cyclope et moi, nous sommes plus forts que lui. Et il éclate d'un rire mauvais. Il a d'autant moins peur que le Cyclope, son fils de Poséidon, le tout-puissant dieu de la mer. Son calme retrouvé, il questionne le petit homme. Il veut savoir où est ancré son bateau pour y voler ce qui lui plaira. Car Polyphème, qui vit à l'écart de tous, aime faire le mal. Poséidon l'a brisé sur les rochers, ment Ulysse, le rusé. Nous avons échappé de peu à la mort, mes compagnons et moi. Alors le Cyclope se laisse aller à la colère. Il saisit 2 hommes au hasard et les écrase contre terre comme de jeunes chiots, et les dévore tout entiers. Puis il avale une coupe de lait et s'endort. Satisfait, fou de rage, Ulysse se précipite vers lui, l'épée à la main. Il veut le massacrer, là, maintenant, sur le champ. Brusquement, il s'arrête. Si je le tue, qui roulera la pierre devant la porte pour nous rendre notre liberté, murmure-t-il. La réponse est claire. Seul le monstre peut le faire. Chapitre 4. Personne. Non, c'est... Que la nuit semblant prisonnier, au premier rayon de soleil, le Cyclope se réveille. Il est de bonne humeur. Il allume le feu, s'occupe de ses bêtes, puis comme il a faim, il croque à nouveau deux hommes. Ceci fait, il écarte sans peine la lourde pierre devant la porte. Il pousse son troupeau d'or, hélas, il n'oublie pas de remettre le rocher en place. Avant de s'éloigner avec beaucoup de bruit, dans la caverne, Ulysse prie les dieux. Il espère leur aide. Il cherche comment fuir, il cherche encore, car il ne manque jamais de courage ni d'astuce. C'est alors qu'il remarque sur le sol l'énorme massue du Cyclope, de la taille d'un mât de bateau. Il en coupe un morceau long comme le bras. « Compagnons, venez m'aider vite !» crie-t-il. « Taillons cette massue, transformons-la en épieu pointu, puis passons-la au feu pour la durcir. » Ulysse leur explique ensuite son plan. Le soir venu, Polyphème rentre à la caverne avec ses bêtes. Comme la veille, il les installe dans leur enclos. Après avoir placé le gros rocher devant l'entrée, puis il traite ses brebis et ses chèvres. Il verse des frais dans des vases, il met les petits agneaux sous leur mère, il ranime le feu et s'assied. Tout à coup, il attrape d'une seule main 2 de ses prisonniers et les dévore aussitôt. Il est heureux. Tenant dans ses mains une coupe de vin, d'où tiré de son outre, Ulysse s'approche de lui. Cyclope, lui dit-il, prends et bois ce vin. Polyphème apprécie ce geste, mais méfiant, il trempe à peine ses lèvres dans ce breuvage inconnu. Puis, comme il le trouve bon, il avale avec joie jusqu'à la dernière goutte. Étranger, donne-moi un peu plus, réclame-t-il, et dis-moi ton nom, afin que je te fasse un cadeau qui te réjouisse. Je m'appelle personne, répond Ulysse le rusé. Mon père, ma mère et tous mes compagnons me nomment ainsi. Eh bien, personne, je vais te faire à mon tour un beau cadeau, pour te remercier de ta gentillesse, je te mangerai en dernier. Ceci dit, après un grand éclat de rire et une dernière coupe de vin, Polyphème tombe à la renverse, endormi. Chapitre 5. Les frères Cyclopes. Sans perdre un instant, le roi chauffe sur le feu la masse taillée en pointe. Il redonne confiance à ses compagnons épouvantés. Il leur faut passer à l'attaque ou mourir dans le fond du monde. Complètement ivre, Polyphème ne les voit pas. Il ne les entend pas, il dort toujours. Alors Ulysse et 4 de ses hommes les plus forts soulèvent l'épieu énorme et brûlant. Ils rassemblent leur courage, ils courent, ils grimpent sur le monstre endormi et enfoncent leur arme dans son œil. Ulysse appuie dessus de toutes ses forces, il appuie et il tourne encore pour agrandir la plaie, puis rapide comme l'éclair, s'illumine avec ses amis, se réfugie au fond de la caverne. Polyphème rugit, il hurle sa douleur. Du sang coule de sa blessure. La chaleur du bois brûle ses paupières et son unique sourcil. Il se lève en un terrible vacarme. Comme il est grand, 4 à 5 fois plus grand que les cyclopes, il habite les cavernes toutes proches.
Pourquoi cries-tu lui demandent ses frères une fois arrivés devant les rochers qui ferment sa grotte. Non, on veut te tuer. Par la force ou par la ruse? Par la ruse. Qui ose te faire du mal? On va le punir. C'est personne. Personne, pauvre fou. Si tu es le seul dans ta caverne et que tu as des ennuis, ces ennuis viennent de Zeus. Tu sais bien qu'il est impossible d'échapper à sa colère. Alors débrouille-toi, Polyphème. Réfléchis si tu en es capable ou demande à un autre père à tous, Poséidon, de t'aider. En tout cas, laisse-nous dormir. Adieu. Les entendant, Ulysse sourit, sa ruse a marché, son faux nom les a tous trompés. Reste maintenant à trouver le moyen de sortir de cette caverne. Je t'aurai, petit homme, menace le cyclope, plein de douleur. Je vous aurai tous, je vous mangerai jusqu'au dernier grec de malheur. Personne, où te caches-tu? Le géant le cherche du bout des doigts, il agite les bras, il bouscule tout sur son passage. Il heurte son tabouret, il renverse des fromages et des vases de lait. Il tâtonne, il titube, il souffre, gémit et affole ses bêtes. Chapitre 6. Les béliers. Je me vengerai, répète Polyphème, perdu dans cette grotte qu'il ne voit plus. Bras tendus, il se repère peu à peu. Il frôle l'enclos des béliers. Il hésite, change de direction, avance de quelques pas. Il retrouve enfin la sortie et enlève le rocher de devant l'entrée. L'air frais de la nuit apaise sa douleur. Il soupire, gémit, se plaint, puis accablé, il s'assied sur le sol pour bloquer le passage de ses jambes gigantesques. Il veut punir ces Grecs, les massacrer jusqu'au dernier, les dévorer. Il ne pense qu'à ça. Pour cela, il doit les attraper, car à coup sûr, ils vont tenter de sortir. Il a raison, Ulysse cherche comment fuir, et il trouve, car le roi aux 1000 ruses ne manque jamais d'idées. Il fait signe à ses compagnons de le suivre en silence. Le cyclope ne peut les voir, mais il peut les entendre. La prudence s'impose. Ulysse s'approche des béliers, de belles bêtes à laine épaisse. Il les caresse pour les calmer. Puis il les attache 3 par 3 avec des brins d'osier trouvés sur le sol. Il ficelle ensuite un de ses hommes sous le ventre de cet animal du milieu, si bien que les béliers placés à droite et à gauche le cachent complètement. Mais est-ce suffisant? Ulysse espère que les doigts furteurs du cyclope ne le trouveront pas. Il accroche ainsi tous ses compagnons. Enfin, pour se sauver lui-même, il se glisse sous le plus grand des béliers. Il saisit à pleine main son épaisse toison et il reste ainsi suspendu. Il leur faut maintenant attendre tranquillement le départ du troupeau pour les pâturages. Au petit matin, les bêtes s'agitent et bêlent avec énergie. Elles veulent sortir. Polyphème comprend alors qu'un nouveau jour se lève. D'ailleurs, il sent la douceur des premiers rayons du soleil sur sa peau. Un soleil qui ne verra jamais plus. Quelle tristesse d'être aveugle. Il pose son troupeau hors de la caverne, tâtant le passage le dos de ses bêtes pour être certain que ses prisonniers n'en profitent pas pour s'échapper. Mais il ne remarque pas les Grecs, si bien cachés. Il s'étonne cependant que le plus grand de ses béliers sorte en dernier. « Paresseux, pourquoi traînes-tu ce matin ?» le gronde-t-il. « D'habitude, tu sors le premier. »« Ah, je comprends, toi aussi tu es en colère contre ce petit homme. C'est ça, sois tranquille, personne ne sera puni. Il va mourir, crois-moi, et tous ses compagnons. » Ulysse frémit en l'entendant. Il agrippe mieux encore l'épaisse toison, il retient son souffle. Après une ultime caresse, Polyphème laisse passer son bélier et son pire ennemi. Chapitre 7. Une pluie de rochers. Arrivé loin de la caverne, Ulysse lâche son bélier. Puis il s'empresse de détacher ses hommes. Tous ensemble, ils marchent, ils courent, ils poussent vers le port le troupeau de cyclopes. Quel bonheur de retrouver leur navire et leurs chers compagnons. Dépêchez-vous, ordonne le roi. Montez ces bêtes à bord et partons. Nous pleurons nos morts plus tard. Le bateau s'éloigne du virail,
Mais Ulysse décide soudain de défier le monstre pour lui montrer comme il est à mal agi. Cruel Cyclope, tu as mangé les compagnons d'un homme de courage, crie-t-il debout, droit et fier. Non, non seulement tu n'as pas respecté les lois de l'hospitalité, mais tu as dévoré tes invités. Alors Zeus et les autres dieux t'ont puni et te privant de la vue. Polyphème l'entend, il enrage, il arrache la cime d'une haute montagne et la lance en direction de la voie. L'énorme rocher manque de peu sa cible. Mais il soulève des vagues immenses qui inondent le pont. Les marins se cramponnent à leurs rames. Le navire d'Ulysse tangue dangereusement au risque de couler. Par chance ou grâce aux dieux, il se redresse. Ulysse sent bouillonner en lui la colère. Il veut provoquer à nouveau le géant. Ses hommes tentent de le retenir. Ils craignent qu'un autre rocher ne les tue. Mais pour la seconde fois, le roi n'écoute pas leurs sages conseils. Cyclope, si tu es bien fort, tu ne vois moqueuse. Si quelqu'un te demande qui blessa ton œil, tu dis que c'est Ulysse, roi d'Ithaque. Debout sur le rivage, Polyphème l'entend. Ainsi, il s'est laissé tromper par ce personne qui n'existe pas. Un roi de rien du tout, petit et sans vrai courage, un homme qui l'a tenté avec du vin. Misère, il lève les mains vers le ciel et s'écrie: Ô puissant Poséidon, Dieu de la mer, aux cheveux bleus, écoute la prière de ton fils, qu'Ulysse ne retourne jamais dans son pays, où son dessein est de revoir sa famille et ses amis, et son riche palais, alors qu'ils reviennent dans des très très longtemps, et seul après avoir perdu tous ses compagnons, tout comprends-tu? Sûr que son père Poséidon le forgera. Le cyclope soulève un rocher, lourd et gros comme une maison. Il le fait tournoyer au-dessus de sa tête et le jette avec force en direction du bateau des Grecs. Cette fois, il monte de peu son but, mais de nouveau les eaux se gonflent, se soulèvent, bousculant le navire à l'éloigne du rivage. Puis tout se calme, pas un nuage dans le ciel, pas de vent mauvais, plus de méchantes vagues. Ulysse regarde s'éloigner le pays des Cyclopes avec soulagement. Sauvé, mais est-il vraiment sauvé? Il ignore que le dieu de Poséidon cherche déjà comment le punir. Sa vengeance sera terrible. Chapitre 8. Le maître des vents. Peu avant la nuit, le navire rejoint l'île où le reste de l'armée attend. Sitôt arrivé, Ulysse ordonne à ses compagnons de tirer le bateau sur le rivage. Après la joie des retrouvailles, Ulysse fait le récit de leurs incroyables aventures au pays des Cyclopes. Puis, les hommes se partagent les troupeaux volés à Polyphème. Une part égale pour chacun. Mais le plus beau des béliers, celui dont Ulysse tenait si fort la toison et qui permit sa fuite, lui revint. Pourtant le roi ne garde pas pour lui cette bête magnifique. Il offre en sacrifice au grand Zeus avec ses prières. Il espère ainsi que le dieu apaiserait la colère de Poséidon. Si colère il y a. Tout le reste du jour, Ulysse et les siens se reposent, mangent et boivent leur vin doux. Ils ont le cœur triste d'avoir perdu certains de leurs compagnons et en même temps joyeux d'avoir échappé à la mort. À l'aube du lendemain, Ulysse commande à ses soldats d'embarquer. En route pour Ithaque, leur crie-t-il. Pressés de rentrer chez eux, les hommes regagnent leur poste, les rameurs empoignent leur aviron de... Chapitre 8. Le maître des vents. Peu avant la nuit, le navire rejoint l'île où le reste de l'armée attend. Sitôt arrivé, Ulysse ordonne à ses compagnons de tirer le bateau sur le rivage. Après la joie de retrouvailles, Ulysse fait le récit de leur incroyable aventure au pays des Cyclopes. Puis, les hommes se partagent les troupeaux volés à Polyphème. Une part égale pour chacun. Mais le plus beau des béliers, celui dont Ulysse tenait si fort la toison et qui permit sa fuite, lui revint. Pourtant, le roi ne garda pas pour lui cette bête magnifique. Il offre en sacrifice au grand Zeus avec ses prières.
Il espère ainsi que le dieu apaiserait la colère de Poséidon, si en colère. Tout le reste du jour, Ulysse et les siens se reposent, mangent et boivent leur vin doux. Ils ont le cœur triste d'avoir perdu certains de leurs compagnons et en même temps joyeux d'avoir échappé à la mort. À l'aube du lendemain, Ulysse commande à ses soldats d'embarquer. En route pour Ithaque, leur crie-t-il. Pressés de rentrer chez eux, les hommes regagnent leur poste. Les rameurs empoignent leur aviron du bois. Ils frappent la mer en cadence, comme ils ont hâte de s'éloigner du redoutable Polyphème. Les navires d'Ulysse parviennent ainsi à Éolia, cette île flottante rocheuse et entourée d'une très haute muraille de bronze, qui la rend reconnaissable entre tous. C'est la demeure d'Éole, le maître des vents. Éole règne sur les blizzards, les tourbillons, les cyclones, les ouragans et les brises légères. Il ne leur permet de se déchirer que sur ordre de Zeus. Le reste du temps, il les garde prisonniers dans une caverne. Dès son arrivée, Ulysse est conduit au palais d'Éole. Le dieu y vit somptueusement entouré de sa femme et de ses 12 enfants, 6 garçons et 6 filles. Il reçoit le roi d'Ithaque, ainsi que ses compagnons en toute amitié, fidèles aux lois de l'hospitalité. Il leur offre de partager son repas, leur fait dresser des lits afin qu'ils se reposent des fatigues du voyage et il leur propose de rester quelque temps. Les jours passent, les banquets succèdent aux banquets. Mais délicieux, douceurs innombrables. Vin exquis, musique, conversation charmante. Éole veut tout savoir des exploits des soldats grecs pendant la guerre de Troie. Le roi Ulysse lui répond volontiers. Il n'oublie aucun détail. Des soldats grecs pendant la guerre de Troie, le roi Ulysse que la vie est douce sur l'île d'Éolia. Ulysse et ses hommes vivent ainsi un mois durant. Enfin, un soir, Ulysse ouvre son cœur au maître des vents. Mon plus cher désir, lui confie-t-il, est de rentrer chez moi. Je souhaite retrouver ma femme Pénélope et mon fils Télémaque qui doit être grand maintenant. Comme je te comprends, le rassure Éole, aussi je te retiendrai pas. Permets-moi juste de t'offrir un cadeau avant ton départ. Et quel cadeau? Le lendemain, les bateaux grecs sont prêts. Les vivres chargés, les hommes à leur poste, une outre en peau d'œuf à la main. Éole prend Ulysse à part et murmure son oreille. Noble roi d'Ithaque, accepte ce présent. Grâce à lui, tu rentreras plus vite à ton palais. Comment est-ce possible? Garde ce secret pour toi. J'ai emprisonné les vents violents et les tempêtes dans cette outre. Tous les vents? S'inquiète le roi qui imagine déjà les voiles inutiles et la fatigue de ses rameurs. Tous les vents sauf un, celui qui te ramènera directement à Ithaque. Tu sais que j'excite ou apaise les vents selon ma fantaisie, n'est-ce pas? Ulysse acquiesce de la tête. Il saisit l'outre bien fait, mais par un épais fil d'argent, afin qu'aucune brise ne puisse en échapper. Puis après les derniers remerciements et les dernières preuves d'amitié. Chapitre 9. L'outre en peau de bœuf. Le divin Éole regarde les navires s'éloigner. Lorsqu'ils atteignent le haute mer, ils envoient le vent Zéphyr, qui, à ses ordres, gonfle leurs voiles et les pousse en direction d'Ithaque. Pendant ce temps, Ulysse attache l'outre des vents au creux de son navire. Puis il ordonne à tous ses compagnons de n'y toucher sous aucun prétexte. « D'accord, Ulysse, répondent-ils en chœur. Pourtant, certains brûlent de curiosité. Ils se demandent ce que peut contenir le cadeau d'Éole. De l'or, de l'argent, des pierres précieuses ou du vin. Durant 9 jours et 9 nuits, Ulysse et ses hommes naviguent sur une mer calme. Au matin du 10e feu allumé par les habitants, les voilà de retour. Ils vont pouvoir serrer dans leurs bras leurs parents, leurs femmes et leurs enfants. Comme ce serait doux après des années d'absence. Ulysse qui n'a pas cessé de se diriger
de diriger les navires depuis leur départ d'Éolia, sans soudain le sommeil le gagner. Si près du but, il s'endort. Il n'entend pas ces hommes murmurer, des murmures qui deviennent vite des discussions à voix haute, puis des critiques. « Compagnons !» s'exclame l'un d'eux. « Que nous cache Ulysse, hein ? Eh bien, je vais vous le dire. Cette outre contient de l'or et de l'argent. Éole s'est montré généreux avec lui. Notre roi a déjà de la chance, puisqu'il revient de la guerre avec sa part du butin. Tandis que nous revenons les mains vides. Quelle injustice! Tu as raison, ouvrons cette outre. Non, Ulysse nous a interdit d'y toucher. On n'y prendra rien, rassure-toi. On jette juste un petit coup d'œil. Qu'en pensez-vous, les amis? Que du bien, allons-y. Sitôt dit sitôt, fait les compagnons. Ulysse ouvre l'outre et les vents s'en échappent. Il siffle, il souffle et se transforme en tempête furieuse. Une rafale plus forte que les autres entraîne les navires au large à la vitesse de l'éclair. Tout pleure, Ithaque, leur chère patrie, a disparu au loin. Malheureux, qu'avez-vous fait, gémit Ulysse, réveillé par les éléments déchaînés. Ballotté par des vagues gigantesques, poussé par des tourbillons de vent, Ulysse et ses compagnons s'éloignent toujours plus de leur beau royaume d'Ithaque. Le reverront-ils un jour? Ici commence une autre histoire.